Bonjour et re-bienvenue à Mission Montréal, le podcast pour les entrepreneurs de Montréal. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Nick Guérin de DungeonWorks Productions. Bonjour Nick. Salut Mathieu, merci de l'invitation. Hey, ça me fait plaisir. Je vous mets un peu en contexte. Nick et moi, on travaille ensemble depuis 15 ans et Nick est la raison pourquoi que le Piranha est rendu aujourd'hui aussi occupé. Nick book toutes les shows au Piranha et ailleurs. Et j'aimerais te présenter, Nick, officiellement. On est aujourd'hui présenté par Fireball. Et puis Fireball a donné cette superbe bouteille pour tous nos invités. Merci beaucoup. Merci. Je vais l'apprécier ce soir. Fait que Nick, parle-moi un peu de ta dernière aventure là, qui est arrivée le mois passé. Tu es allé en Angleterre. Oui, en fait, ça fait peut-être juste une semaine que je suis revenu. Alors, je suis allé rejoindre le groupe Holmes, The Sound of Wasp, ce qui est le guitariste Chris Holmes, qui est connu comme guitariste du band Wasp, qui est un band de heavy metal, un petit peu glam metal des années 80 de Los Angeles. C'est le metal là, dans le temps. Là. Oui, mais c'est un peu plus... Wasp se trouve comme entre les deux. Tu pourrais prendre un band comme Venom, donc comme Satanic, les pics, cuir et tout, et un autre band comme Motley Crue, qui avait peut-être le même look avec Shout at the Devil, mais tu trouves au milieu un band comme Wasp, assez mélodique pour vendre des albums avec des chansons... pas des chansons d'amour, mais des chansons qui peuvent être appréciées par les deux genres. Et de l'autre côté, le look ensanglanté, les lames de rasoir, les dents pointues, Wasp, ok? Alors ça peut faire venir des métalleux vrais de vrais, ainsi que tes cock rocker de LA Strip. Tu me disais que même qu'il avait apparu un peu dans un documentaire sur Netflix, là? En fait, dernièrement, oui, il y a eu un nouveau documentaire sur Amazon Prime de la vie de Chris Holmes, mais je pense que pour une certaine génération, Chris Holmes était le visage du film documentaire The Decline of Western Civilization Part 2. Alors, si tu t'en rappelles des documentaires de musique des années 80, il y avait la réalisatrice Penelope Spheeris, c'est elle qui a fait Wayne's World par après, entre autres. Puis le premier film était basé sur la scène punk de genre Washington, New York, à la Black Flag, Minor Threat et tout ça. Et plus tard, en 1987, c'était le focus sur le métal, un peu plus Los Angeles, mais quand même quelques bandes de thrash aussi, comme Megadeth. Mais là-dedans, on trouvait, il y avait Kiss, Aerosmith, Poison, autant que des bandes qui étaient moins connues et qui ne sont jamais développées plus grands. Mais il y avait une scène en particulier avec Chris Holmes qui flottait sur un donut, genre dans sa piscine, le soir. Il était habillé en culotte en cuir, puis le veston, puis tout, dans l'eau. C'est sa combinaison de plongée, là. Ouais, sa mère était aussi là, comme sur le côté, sur une petite chaise de piscine. Puis lui, il avait sa bouteille de vodka dans la main, là. Puis, il était pas tout à fait là. Mais on entendait la voix de Penelope Spheeris lui poser des questions par rapport à sa vie. Combien qu'il boit, ses buts, ses ambitions, puis il finit par prendre la bouteille de même, là, puis la vider au complet sur sa face partout. Et c'était ça le genre de... Bon, il a capturé le screenshot de le Los Angeles débauche, là, tu sais. Fait que toi, tu t'es retrouvé à travailler avec lui, comment? Oui, en fait, il était parti du band fin des années 80, puis il est revenu début mi-90. Après ça, il est parti encore, puis on n'a pas entendu trop tôt de ce qui se passait dans la scène métal avec Chris Holmes. Le band Wasp a continué. De temps en temps, ils sortaient des albums avec leur chanteur qui était le band leader principal, Blackie Lawless. Puis là, tout d'un coup, il y avait un promoteur, Front Row Promotions, à l'Ontario, qui l'avait contacté parce que je pense que Chris est apparu sur les médias sociaux avec un band solo. Puis c'est lui qui chantait, c'était pas mal comme rough garage rock, là.
Mais il était parti en Europe. Puis trouvé, je pense, à Danemark, non, en Finlande. Puis là, il sortait un album, puis il était pour venir au Canada avec son band. Puis je me suis fait proposer par cette agence-là le show ici à Montréal. Sauf que il y a eu quelques problèmes avec les membres de son band. Puis il y avait la pandémie aussi là, qui arrivait en même temps. Ça, c'est fini, qu'il est venu en tant que présentation de son documentaire sur sa vie qui sortait sur Amazon Prime. Okay. Et tu pouvais l'acheter en copie aussi, physique. Puis on a fait le visionnement en haut, au 2e étage, avec le projecteur. Puis, ça, on parle en 2021, 2022? Ça s'est passé tellement vite, okay. Mais ça fait peut-être 3-4 ans. Là. OK, fait que c'était encore notre petite salle là, dans le temps, là, avant qu'on fasse notre expansion. Oui. Puis, il a pris quelques membres de bandes locaux pour faire une petite présentation de 5 chansons après la présentation. Alors, c'était un genre de petit rencontre, meet and greet, VIP, visionnement. Puis le lendemain, ils m'ont invité déjeuner avec eux, dont lui et sa femme qui est sa gérante. Ça me revient. C'était-tu à cet événement-là qu'il y avait l'air climatisé qui coulait, là, puis il y avait de l'eau qui coulait à peu près sur sa tête, là? Non, ça c'est plus vieil comme histoire. Ça, je pense que c'était le bassiste de Pantera qui était ici avec le drummer de Dio. Avec leur band Kill Devil Hill en 2013, je pense. Puis on avait fait un genre d'entrevue avec les journalistes et d'autres drummers comme là, Flo. On avait une fuite d'eau en plein milieu de la table de présentation. Là, ça, c'était merveilleux. Ça, c'est les anciennes histoires fait du Piranha. Fait que là, tu les as rencontrés. Tu l'as rencontré pendant la pandémie. Il est retourné. Puis après ça, il t'a recontacté pour refaire une tournée cette année? Ben là, ils m'ont invité, comme je dis, déjeuner, on a parlé, puis on a continué de jaser sur l'Internet. Et finalement, ça s'est donné que ils m'ont engagé comme booker pour leur tournée. Alors, agent de booking mondial. C'est quoi un booker, Nick? Alors, le booker, quand je parle d'agent de booking, c'est lui qui va trouver les dates. Ou vendre le entertainment, vendre le divertissement à des salles ou à des promoteurs dans chaque ville. Alors, si je veux que ce gars-là, Chris Holmes, joue à Toronto, par exemple, je vais contacter les promoteurs ou les salles qui bookent eux-mêmes, qui présentent leur propre show, disons, qui payent les artistes eux-mêmes, et voir s'ils veulent prendre l'artiste et lui donner leur scène pour faire un show. Et c'est à eux de vendre les billets, c'est à eux de faire la promotion du show, mais entre moi et eux, on signe le contrat pour le montant garanti à l'artiste et les conditions pour que ça se passe bien en tant que l'équipement, l'horaire de la journée, s'il y a un hospitality rider, ça veut dire un autre annexe attaché au contrat qui stipule l'hôtel, la nourriture, le transport et les demandes comme qu'on a. Dans backstage, on a tous entendu les histoires de M&M's brun à la Van Halen. Puis justement, pour ceux qui ne sachent pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est les M&M bruns, c'était quelque chose qu'ils mettaient dans leur rider pour voir s'ils étaient là en arrivant. Parce qu'ils savaient que si quelqu'un était prêt à ouvrir un sac d'M&M puis de choisir une à la fois les M&M bruns pour les mettre dans un bol à côté, ça voulait dire qu'ils ont tous lu le rider. Moi, j'aurais fait ça. J'aurais pris les M&M bleus puis ils seraient devenus bruns, man, puis ça aurait marché. Fait que, écoute, dans le fond, là, être booker, si je comprends bien, t'es comme une espèce de entre gérant de tournée, promoteur, puis c'est toi aussi qui prends les risques puis qui fait les garanties. Puis tu fais aussi les opérations en général. Alors, tu peux tout faire aussi. C'est ce que je fais, en fait. Dans le cas de Chris Holmes, je vais simplement lui trouver les places qui vont lui engager contractuellement pour jouer. Ou les promoteurs. Mais j'ai produit ces spectacles aussi dans quelques villes. Je lui ai produit ici, à Montréal, à Québec, à Kingston, Ontario, parmi d'autres. J'ai déjà cette expérience-là comme producteur de spectacle.
Alors, c'était quand même assez facile pour gérer ça. Parfois, tu peux pas trouver. Tu veux jouer une ville, tu veux aller jouer, je sais pas, à Trois-Rivières, puis tu trouves pas un promoteur local ou sont toutes occupés. Puis les salles de spectacle, peut-être que ça leur tente pas, ils veulent pas prendre de risques. C'est à toi de décider. C'est toujours une mise, c'est toujours du gambling là, pour procéder à des productions comme ça. Alors, si moi je vais faire producteur, je fais booking, je fais même la marchandise, je suis vraiment dans tout, pas tout, mais plusieurs domaines. Ben, c'est ça, être entrepreneur, c'est tout faire. Là. Je veux dire, quand tu veux faire de l'argent, puis quand tu es à risque, ben, tu essaies de couvrir le maximum de risques en faisant le maximum de choses. Parfois, ça commence, je dirais, ça commence comme en étant amateur de musique, pour commencer, mais souvent, les shows qu'on va prendre plus de risques, c'est soit parce qu'on pense qu'on peut faire de l'argent, peut-être. Mais je pense qu'avec les métalleux, les fans de rock et tout ça, souvent ça va jouer aussi comme c'est un band que t'aimes. Et tu veux que ça marche. Moi, souvent, quand les gens me posaient des questions par rapport à ça, je leur dis, je compare les shows avec le hockey. Tu sais, dans le fond, là, il y a des shows que tu gagnes, il y a des shows que tu perds, il y a des shows que t'es nul. Puis, tu sais, l'important, c'est de regarder la saison au complet. Là. Quand tu regardes les 80 games, ben, tu vas être dans le positif. Fait que pour les shows, j'imagine, ça fonctionne un peu comme ça. C'est quasiment le seul moyen, en fait, aujourd'hui. Si tu penses que tu vas faire... Tu vas commencer à faire ça, tu sais, puis le premier show que tu vas faire de l'argent avec ça, là, c'est tant mieux, si tu peux. Mais... Beginner's luck. Ça, tu peux pas viser... Ouais, la manière que je fonctionne, c'est vraiment sur l'année. Alors, tu vois, ici... Par exemple, on a une entente, là. Je fais booker les shows et j'ai un certain pourcentage sur la vente d'alcool. Okay? Il y a des bands qui me contactent pour se faire booker. Alors parfois, je les considère en tant qu'un projet entre moi et eux. Bon, c'est un band whatever, thrash metal. Puis ils veulent 3000 $ pour venir jouer ici avec... des riders, comme je disais, peut-être d'un autre 300-400 $. Et je sais qu'avec les annonces payées sur les Instagram, les Facebook, puis avec soit faire des affiches ou payer quelqu'un pour faire le chargement de l'équipement, tu sais, ton équipe aussi là, qui travaille pour toi, tous les frais, tu sais combien que ça peut coûter et combien de monde que tu vas avoir besoin de vendre des billets. Une place comme ici, je me dis souvent, j'essaie de break even, on dit, là, arriver flush, avec 100 à 150 personnes. T'sais. Alors, est-ce que je peux, si c'est un certain montant, disons 4000 $, là, puis je veux avoir 100 personnes, ben c'est 40 $ avant les taxes. Avant les taxes, 40 $, puis est-ce que je peux vendre ça? Là, tu décides. Est-ce que tu penses que ça vaut ça? Est-ce que le band est connu? Est-ce que tu connais le band? T'sais, eux autres te viennent puis comme, oh, on est ce band-là, on a tant de followers sur YouTube puis des likes sur Facebook. C'est plus comme avant, là. C'est plus comme avant que tu avais le band. OK, ils ont sorti un album, ça a vendu 50 000 copies dans leur première semaine. Tu sais exactement combien vaut le band avec la vente de l'album puis le fanbase. Mais là, c'est plus des modèles d'affaires, c'est plus des unités physiques qui vendent. Alors, puis le monde peut acheter des likes et tout ça. T'es mieux de connaître le band que tu deals avec. Et si tu les connais pas, mais tu penses que ça a l'air quelque chose de comme populaire, tu peux toujours appeler quelqu'un que tu connais dans cette scène-là pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Tu sais, connaître le band, quand tu as un petit nombre de bands, c'est peut-être possible, mais là, toi, tu organises combien, là, 250 soirées par année? Je pense qu'il y a comme plus que 400 maintenant. 400? Ouais. Mais là, comme 400 à plusieurs bands, on parle de, je sais pas, 1200, 1500 bands. Tu peux pas connaître 1500 bands. Là, il faut dire que si tu connais la band assez bien pour voir que, bon, eux autres, ils demandent 3000 $, je sais qu'ils vont pas me faire plus que comme 2500. Puis je sais qu'ils vont pas bouger non plus sur ce qu'ils demandent. Et il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir le faire ailleurs. Tu sais, je vais perdre la chance de les produire. Est-ce que ça vaut la peine de les faire pareil? Pourquoi ça vaudrait la peine de les faire pareil et de perdre 500 $? Mais là, dans ce cas-là, c'est comme tu dis, c'est sur l'année longue. L'argent que le bar a fait,
C'est l'argent que le bar ferait pas. C'est sûr que je peux refuser 50 shows par année, mais là, tu as 50 shows de moins qui fait rouler le bar. Alors, je fais pour que je peux me profiter à la fin de l'année pour que l'entreprise fonctionne. Mais il ne faut pas toujours viser avec un vouloir avare. T'sais. Si tu vois que, bon, je peux faire rentrer 100 000 $ à l'année si je refuse de prendre des shows qui perdent, mais ensuite, la barre va aussi faire c'est ça. un 100 000 de moins. Tu supportes tes partenaires là-dedans, puis aussi tu fais travailler ton équipe. Il faut que tout fonctionne ensemble. Je comprends. Puis si c'est 75 000 que je vais aller chercher, mais que tout fonctionne bien autour de moi, pourquoi d'abord aller prendre 100 000 pour que dans 2-3 ans, tu viennes me voir? Puis c'est comme, bon, ça fonctionne plus, on doit penser à d'autres choses, tu vois? Il faut que ça roule d'une manière en santé. Puis c'est de même que je Quand est-ce que tu as commencé ton premier show? Alors, je pense que, bon, pour la plupart du monde, je pense dans cette industrie-là, ils ont commencé par quelque chose avec la musique, là, au cœur. Moi, j'étais musicien, je suis encore, mais plus sérieusement, je jouais de la bass. Puis, je suis retourné à Montréal de Calgary, où je restais fin des années 90. Je suis retourné ici en 2002 pour justement me joindre à un band métal, parce que la Montréal, c'était quand même toujours le mecque de métal au Canada. Puis j'ai fait une tournée canadienne avec le band que j'étais dedans dans le temps, là, qui s'appelait Invey, genre de band un peu deathcore, un peu thrash. Puis en retournant, t'es toujours comme cassé en retournant d'une tournée. J'étais jeune aussi, peut-être 22, 23 ans. 24 max, je me disais, bon, je vais trouver quelque chose de côté pour me faire un petit peu d'argent pour que je puisse aller en tournée puis faire un flow de cash là, pendant que je suis parti. Puis j'ai comme mal choisi parce que j'avais ma job au Labyrinthe, et sur la rue Sainte-Catherine, le magasin. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, là, parce que moi j'ai ouvert le bar puis le Labyrinthe était pas loin. Puis je travaillais pour Artimonde. C'est la compagnie qui était propriétaire de Labyrinthe. Oui. Il était localisé dans le backstore là, du Labyrinthe. Puis on faisait de la distribution en gros des marchandises licenciées. J'ai ouvert un magasin, mon propre magasin, avec Artimonde qui me fournissait. Un petit peu le conflit d'intérêts, mais il était correct avec ça. Puis c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'avais un partenaire qui travaillait avec moi au Labyrinthe, que lui restait à Saint-Jean, qui faisait le chemin en autobus à chaque jour. Puis j'avais ça s'appelait le Donjon à Saint-Jean-sur-Richelieu pour 2 ans. Mon partenaire, son ex l'a quitté, il avait de misère à voir son enfant, il fallait qu'il débarque du projet avec moi. Puis moi, je me suis dit, c'est un peu loin là, pour tout faire ça moi-même, et j'ai fermé la boutique Le Donjon, qui a été nommé à cause qu'on avait comme un trou là, dans un... Comme un peu comme ça, là, en béton, ancien bâtisse, pas fini, là, qu'on mettait tous nos t-shirts qui vendaient plus. Puis ça s'appelait Le Donjon. On a pris ça comme nom pour l'approprier. C'est là que les t-shirts s'en allaient pour mourir. Oui. Et sur eBay, je vendais des t-shirts. Et eBay, qui est plus anglophone, bon, j'avais Le Donjon comme nom. Je checkais The Dungeon. Puis là, j'avais comme un jeu de Monopoly à côté de moi. Là. En anglais, les utilités d'eau, là, c'est Waterworks. Je dis, bon, ben, Dungeon Works, ça, c'était le nom. Ah, c'est venu de ça. Un petit peu aléatoire, là, ça veut rien dire, mais c'est ça. Et 2 ans, excuse-moi, 1 an après la fermeture, mon ami qui est le neveu de Frank Marino de Mahogany Rush, le guitariste classique des années 70 de Montréal, il était dans un band lui aussi, puis un band metal, s'appelait The Catalyst. Puis il m'appelle, puis il me dit, on est en tournée avec un band un petit peu légendaire de Toronto là, qui s'appelait Pile Driver. Puis on a la tournée canadienne de booker, mais il n'y a personne qui a booké le show. Alors qu'il a pris contractuellement le show pour payer le band et leur faire venir à Montréal. Est-ce que tu connais quelqu'un? Là, je me suis dit, j'avais fait comme un party via genre 6 mois pour un ami. J'avais loué le Café K.O. Puis j'ai juste pris soin de ça comme si j'étais dans le band. Et là, je me suis dit, c'est pas si pire. Je me demandais, c'était quoi qui me manquait en tournée canadienne? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir
pendant que je faisais les Winnipeg, Thunder Bay, puis Lethbridge, et Quesnel, des villes perdues, puis tout ça. Tu veux une place à coucher, à passer la nuit. Hein. Tu veux de la bouffe. Pas dans la ruelle. Ouais, tu veux de l'argent pour payer le gaz. Pas dans la ruelle ou dans le parking d'un Walmart avec le petit four Coleman là, pour faire ton craft dinner. Alors, j'avais booké l'hémisphère gauche, en fait. Puis j'ai commandé de la pizza Domino's. Puis, tu sais, j'ai fait un poster. J'avais le gars au labyrinthe qui faisait de l'art. Tu sais, t'avais comme les compagnies de genre Rush, AC/DC, Pink Floyd qui envoyaient des catalogues. Puis ils disaient aussi le prisme. T'avais des images que tu pouvais prendre, licenciées de Pink Floyd. Puis là, tu pouvais faire comme des maquettes. Puis leur renvoyer à leur avocat de leur département de design, là, tu sais. Okay. Puis là, il approuvait. Alors ce gars-là, c'était un infographiste qui travaillait là-dedans, puis il était métalleux. Alors j'ai demandé à lui de me faire un logo, de faire mes premiers posters. On avait la machine, la grosse machine d'impression Xerox qu'on utilisait aussi. Alors j'avais accès pour les imprimer. Puis j'avais ouvert un compte avec... c'était quoi déjà dans le temps? Admission, la billetterie. Alors j'ai fait tout ça, puis là j'ai réactivé mon numéro d'entreprise qui était magasin, boutique de linge, accessoires. Là j'ai trouvé le code pour le changer comme pour définir une compagnie de production de spectacle. Puis j'ai juste rajouté le nom Dungeon Works pour la production Dungeon Works. Ça a commencé de même. Alors, mon premier show, puis juste pour dire, le premier show avec Pile Driver en tête d'affiche, ils ont cancellé. Alors, c'est juste les bands opener. Les bands qui ouvraient le show, il y avait comme 2 bands locaux que j'ai mis sur le show, puis le band qui m'avait appelé pour le booker. Là. Alors, mais ça donnait bien pour commencer. C'est un classique. On appelle ça en anglais « shit happens ». Ouais. Alors, ça s'est bien passé quand même. Fait que t'as réussi à surmonter ça, puis t'as produit le show quand même. Ça, c'était ton premier. Là. Ouais, puis là, j'ai fait peut-être comme 2-3 autres shows. J'ai appris vite qu'il y avait des problèmes pour traverser les douanes, puis comment, dans le temps, t'avais besoin d'un un genre de permis. Comment ça s'appelait déjà? C'était comme c'était pour dire que tu n'avais pas besoin de permis, en fait, parce que ils voyaient les musiciens comme la même affaire qu'un travailleur de forêt, là, tu sais, quelqu'un qui... C'était bizarre, là, il fallait un je cherche l'acronyme, là. Labor Market Opinion, LMO, c'est ça. Il fallait un LMO pour dire que la personne qui traversait venait pas pour faire de la job que quelqu'un était déjà... engagé à faire ici ou pouvait faire. Puis... Maintenant, ça l'a changé parce que là, régulièrement, toutes les années, tu amènes des groupes, des études. Je faisais les démarches avant, comme qu'il fallait les faire, mais dernièrement, c'est devenu un petit peu plus facile parce que maintenant, tu as juste besoin d'un R105, c'est un waiver, là. Puis il y en a un qui est simplifié pour les bandes qui font moins que 15 000 ils peuvent même le faire sur place en arrivant. Il y a l'autre du Québec qu'il faut faire application d'avance pour que tu ne payes pas le 9% de withholding tax, on l'appelle. Là. Je sais pas si c'est le mot en français, je le cherche. Mais s'ils l'ont pas, ils comprennent qu'ils vont juste se faire enlever le 9% sur la garantie. Et on envoie ça au gouvernement, puis tout ça. Mais il y a bien des promoteurs qui ils savent pas ça, comme les petits promoteurs qui commencent, tu sais, c'est pas... C'est plus difficile à Montréal que dans les autres villes? Bien, au Québec, il y a ça de plus, disons. Il y a les pourcentages de plus que tu es supposé de retirer et envoyer au gouvernement. Ben, si tu cherches à faire une entreprise avec ça, tu dois t'enregistrer premièrement ton entreprise avec le gouvernement, mais il faut que tu ouvres un compte payable pour déclarer ces impôts que tu retiennes sur chaque artiste étranger. Fait que là, premier show, il y a à peu près 20 ans, l'histoire, maintenant, toute ton expérience, tu produis 400 spectacles par année. Puis là, on t'a pris pour aller en Angleterre. Oui, alors je dis que je produis, c'est pas nécessairement production en tant que vendre le billet et prendre les risques pour chaque show, mais je suis impliqué.
Dans la production, est-ce que c'est vraiment tout, là, ça fait en dessous de moi, je dirais c'est plus peut-être comme 80, quelque chose comme ça. T'sais. Ouais, non, mais je parle de juste booking et tout ça, c'est 400 spectacles. Ouais, c'est facilement 400 et plus. T'as fait toutes les salles à Montréal aussi, là. Je sais que t'as fait les Fouf, t'as fait... Oui, c'est sûr que j'ai moins fait les grandes salles. C'est pas ça vraiment où ce que mon environnement de succès. J'ai fait des coproductions dans le passé. J'en ai fait une ou 2 fois au Metropolis, puis peut-être, je sais pas, 3-4 fois au Club Soda, le Théâtre Corona. En fait, quand on parlait de mes débuts, puis j'ai mentionné tantôt le neveu du Frank Marino, là. C'était ce show-là. J'ai fait son dernier show à Montréal. Frank Marino, Mahogany Rush. Jusqu'à maintenant, il est apparu comme en face ici, en haut. Là, ça a l'air qu'il y a un théâtre dans le centre Eaton, ou comme, je sais pas, le 7e étage. Ou... Ah oui, je sais même pas. C'est très haut, là. Puis il est apparu jouer 3 tunes pour une cause, une charité, je pense. Okay. Puis, mais c'est ça, je l'ai rencontré, puis j'ai fait son show en 2010. C'était peut-être 1 an après que j'ai commencé, j'ai décidé à rouvrir mon compte d'entreprise. Puis je l'ai produit au Théâtre Corona avant que ça ait été acheté par Evenco. Alors je l'ai même pas connu. Je savais pas c'était quoi cette place-là. Mais quelqu'un me l'a mentionné. J'étais allé la visiter. Puis il faisait encore les repas spectacles. Il y avait comme... le pit orchestral devant la scène, là, tu pouvais enlever le plancher puis mettre un orchestre là-dedans, puis il y avait des sièges, des banquettes qui étaient plus comme théâtre d'opéra classique un peu. Okay. Là, ça a tout été rénové, puis c'est plus une salle de spectacle standard. Mais en 2010, c'était quand même cool parce qu'il y avait une authenticité genre vintage. Puis je l'ai produit là. Puis lui, il était bien connecté dans la scène, je dirais, comme ancienne scène rock, un peu plus anglophone, italienne, montréalaise. Là, alors pour lui, il me dit que je vais t'aider avec les relations publiques et tout. C'est là que j'ai commencé à travailler avec le publiciste John Asher, Asher Media Relations, qui c'est lui qui amène nos revues d'Absolute Underground, puis qui... co-anime les soirées de Wacken Battle qu'on fait ici et tout. Là. Okay. Il a commencé à travailler avec moi pour ce show-là. Mais Frank lui-même m'avait envoyé voir Mitch Melnick, TSN 690, là, puis les émissions de sport à la radio ici pour faire des entrevues. Il avait parlé à Chaume, tous les grands noms là, que j'avais pas encore rencontré jusque-là. Puis tu sais, j'achetais des annonces dans les journaux là, gratuits du métro. J'ai oublié c'était quoi, là, le Montreal Mirror, je pense, il y avait ça, puis il y avait l'autre, ici, je pense, oui. 24 heures, puis toutes ces affaires-là. On faisait des annonces payées sur genre Craigslist, puis c'était avant... Facebook existait, mais c'était pas ce que c'est encore, là, c'était quand même assez nouveau. Puis il y avait MySpace. Mais ouais, ça valait la peine de prendre des annonces payées comme dans Kijiji même. Puis ça s'est fini. J'ai pris Casareccia, le restaurant italien à NDG, là, classique, pour faire le service de traiteur backstage. Elle a été super content de comment ça s'est procédé. Puis là, il m'a demandé, bon, à soir, il y a combien de billets de vendus? C'était une salle, c'était assis, on avait mis des chaises. Alors, je pense que ça rentrait... En 2010, avec les chaises, c'était comme 540 quelque chose personnes, mais il y avait peut-être comme 230 quelque chose billets de vendus. Là, j'étais comme, je rushais un peu parce que j'avais pris un prêt de ma mère, en fait, pour payer la garantie et tout. Le love money, il y a bien du monde qui s'en servent, hein? Puis finalement, je lui dis 230, et il était comme, il a fait une grimace, là. Je suis comme, OK, mais il y a encore la porte, là, il y a encore la porte. Puis ils sont tous venus. C'était sold out complet avec 300 personnes, 315 personnes qui se sont présentées à la porte. Alors j'étais bien content, mais ça m'a aussi donné une fausse confiance pour sauter dans le prochain show. Puis quelques shows plus tard, ou peut-être 1 an plus tard, mais on dirait que c'était assez proche, je travaillais avec l'agence là,
c'est pas une agence, mais l'ensemble HMMAC, si tu t'en rappelles, c'était Oui, Heavy Heavy Metal Metal Music Canada. Association of Canada. Oui. C'était une affaire qui a commencé à cause d'un certain icône de la scène torontoise de métal, mort d'un cancer, je crois. Puis j'avais rencontré quelqu'un qui avait travaillé avec lui et elle voulait faire des genres de shows non profitables pour... On avait fait une levée de fonds là, pour les sans-abri et tout ça. Là, ici, oui, avec le ça restaurant, c'était tout, là. mon publiciste à Oui. Blankfest, je pense. On avait pris des couvertures pour les sans-abri Ouais. et tout. Puis il y Ouais. avait la Old Mission Brewery Oui. qui s'était impliquée, là. Puis on avait fait le déjeuner avec... Ah oui, H. moi je me Mac, rappelle, j'ai rushé pendant le déjeuner. Fait que, donne-moi un petit comparatif, genre, produire les shows en Angleterre versus produire les shows ici à Montréal. Oui, bon, alors là, c'était pas en fait une production que j'ai faite moi-même en Angleterre. J'étais là pour rencontrer du monde que les guitaristes travaillaient avec déjà, mais maintenant qui faisait transition à moi. OK. Alors, il y a eu quelques problèmes avec certains gens là-bas, puis bon, j'étais juste là pour voir qu'est-ce qu'il y avait à travailler avec comme outil pour commencer. J'ai vu qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait un genre de fourgonnette Frankenstein, là, ils ont mis comme 4 sièges pilotes. T'as la porte qui s'ouvre du côté, là. Puis là, c'est comme un genre de Sprinter, mais c'est pas Mercedes, c'est Iveco, je pense, le nom. Là, tu rentres, puis quelqu'un a mis comme une planche de bois pour comme séparer l'espace en L'équipement. arrière. Puis peut-être qu'un petit espace en haut avec un matelas pour se coucher, mais Ok. nous autres, on avait juste comme mis des boîtes de merch, puis whatever. La porte s'ouvrait, t'avais 4 sièges, dont 2 en face de 2 autres sièges pilotes comme de conducteurs. Puis t'avais le siège du centre, comme de droite, était en face de celui de gauche ici. Alors t'avais comme de l'espace pour tes jambes, pour le siège ici, mais les deux ici, c'était 2 personnes qui se cognaient les genoux. C'était là. serré. C'était Hein? serré. Alors tout moi, le long. j'étais au milieu avec la blonde C'est quoi les Stacy villes que vous Bridget. avez faites comme ça? Eux autres, ils ont fait beaucoup de villes. Moi, je me suis rendu juste pour les 3 derniers à Ok. Londres. Puis au Pays des Galles, c'était Crumlin. C'est plus un genre de county, là. C'est pas vraiment des villes. OK. Puis le dernier, c'était Swansea. Swansea, il y a quand même 250 000 habitants. OK. Mais Puis, c'était facile de fonctionner avec le monde des salles, le monde des bars là-bas. Ça ressemble-tu un peu à ici? c'était assez similaire. OK. J'ai rencontré en fait la femme allemande là, qui gérait un club à Crumlin, Wales, qui était probablement un club associé à un certain groupe de motards. Mais je suis pas sûr s'il y avait un aspect criminel, là, mais en tout cas, très gentil quand même. Puis eux, c'était les mêmes problèmes. Hein? Ils parlaient des mêmes problèmes avec les agences, les monopoles de booking. Si on parle de... Parce que l'industrie, maintenant, c'est vraiment monopolisé là, Ouais. depuis les 15 dernières années, là, partout en Amérique du Nord. Je suis pas ici pour parler contre les grosses entreprises comme ça, parce que je fais quand même affaire avec eux de temps en Mais c'est temps. Mais c'est difficile pour un sûr petit que... entrepreneur de faire face aux monstres. Ouais, c'est sûr que quelqu'un comme Live Nation, qui est partout en Amérique du Nord et qui ont une présence en Europe aussi, qui sont propriétaires de leur propre salle et dans certains cas sont même associés directement avec une brasserie ou un manufacturier de boissons, tout leur revient. Alors c'est comme les bands se trouvent sur une agence qui leur c'est leur propriété là. Tu sais, ils vont booker le band dans leur salle à eux, leur dire combien qu'ils vont faire, vendre les billets par leur propre entente avec un Ticketmaster ou quelque chose comme ça, prendre les frais de service, profiter sur la vente de l'alcool. C'est dur à faire compétition avec ça. C'est une intégration verticale complète, là. Donc, Ouais. tu sais, Puis ils font la merch aussi. Là. Live Nation font leur propre marchandise fait aussi. que dans le fond, nous autres, on fait une petite affaire, mais
toute petite échelle comparé à ça, mais tu sais, tu produis, tu amènes des bandes, tu fais ta propre merch aussi, tu en produis? C'est parce que là, j'ai continué à travailler avec ce que Labyrinthe est devenu. OK? C'est fermé depuis 2013. Cette famille propriétaire avait d'autres membres dans leur famille qui étaient propriétaires de d'autres entreprises similaires, dont Rock Plus à Longueuil. Il y a une boutique aussi qui s'appelle Au Rock. C'est maintenant Au Rock Longueuil, c'est le chemin Chambly. Puis je distribue encore de la marchandise, mais on en fait aussi. Si on a la permission, licence, contrat pour faire de la marchandise, on peut en faire. Et même avec ces connexions-là, d'avoir besoin d'imprimer un 600 t-shirt, un certain band, tu te fais des connexions avec des comptes, avec des pourcentages, avec des escomptes sur l'achat de t-shirts vierges, là, non imprimés. Alors, je suis capable d'offrir des t-shirts aux groupes locaux à des prix plus bas comparé à ce qu'on voit généralement avec des imprimeries. Souvent, les imprimeries ils vont vouloir que tu en fasses des quantités que les petits bands qui commencent ne sont pas capables de payer. Puis, vu que je peux fournir des t-shirts avec rien dessus, au prix très bas, versus les acheter toi-même sur un site web ou quelque chose, je peux déjà leur offrir comme probablement un 2 à 3 piastres ou plus sur le coût de faire produire leur t-shirt. Alors oui, j'en fais. C'est pas quelque chose que j'annonce, c'est pas une entreprise que je promouvois, là, mais dans le fond, tu es créatif un peu dans vraiment toute ton expansion toi-même avec ce que tu fais. Tu touches un peu à tout. Oui. Tu vas en chercher un peu partout pour faire coller tout ça parce que tu n'as pas le choix pour survivre dans le marché d'aujourd'hui. Il faut que tu en fasses le maximum possible. C'est ça. La description, en fait, de production Dungeon Works comme enregistrée, c'est production de spectacles, vente de billets et de marchandises promotionnelles. Alors, c'est inclus dans la description que la marchandise va main en main avec les concerts. Fait que maintenant, 20 ans plus tard, as-tu toujours le feu sacré, là? Ouais, je pense qu'il faut... c'est quasiment l'émotion têtue, là, tu sais, c'est comme... Lemmy de Motorhead, c'est comme l'idole. Il était rock and roll jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ses jours, puis... quand t'es déprimé, quand tu te dis que bon, c'est fini, pourquoi je perds mon temps là-dedans, ça m'a ruiné financièrement, ça a mis fin à mes relations, blablabla. Non, je me suis trouvé... C'est sûr que je suis content avec ma femme qui m'aide beaucoup là-dedans. Parce que tu peux pas Valérie est fantastique. Tu peux pas avoir une relation qui est aussi compliquée que les shows. Ça, on en parle rarement, mais les relations personnelles d'entrepreneurs au Québec, c'est difficile parce qu'on est complètement débordé, non-stop, stressé, sur le bord d'être cassé quasiment tout le temps. C'est vraiment dur. Puis c'est ça, elle m'aide depuis... pas depuis le début, parce que je faisais ça déjà avant de le connaître, mais depuis comme 2012, là, on travaille ensemble, surtout depuis qu'on a pris le rôle de booker ici, en 2014 ou 2015. Hey, vous êtes quand même rencontrés au Piranha, vous êtes rendus mariés. Il y a quand même quelque chose de positif au travers de ça, là. T'en retires... C'est ça. C'est souvent, comme on dit en anglais, le gut feeling, là. Je me lance dans quelque chose parce que j'ai le sentiment... Puis c'est pas une affaire comme naïf puis religieux, là. C'est vraiment juste comme... Tu passes assez de temps pour comprendre que tu as l'expérience pour savoir quand tu as l'émotion que tu dois suivre. Et rendu là, je vais avec. Bon, Nick, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Puis on va te rappeler dans une couple de mois là, pour que tu nous parles de tout le développement de 2026 parce que tu es un homme occupé, hein, ça n'arrête pas. Ouais, on va jaser à chaque jour anyway, comme on le fait d'habitude. Puis je vais t'avoir un petit peu la laine à la cannelle. Ah, ouais. C'est correct. On va t'en avoir une autre quand tu vas revenir. Yes. All right. Merci.